1997, 17 Grands Prix. La saison commence un beau jour de mars à Melbourne, en Australie. Avec pour bagage un titre de vice-champion du monde, 4 victoires et surtout armé d'une Williams-Renault aux performances impressionnantes, Jacques Villeneuve assume son prénom et son statut de favori. À ses côtés, Heinz-Harald Frentzen doit tout apprendre de Williams-Renault. L'Allemand sait qu'il doit aussi sa place au compliment de son compatriote Schumacher. En effet, le double champion du monde ne cesse de répéter que seul Frentzen, au volant d'une Williams, peut l'effrayer. Chez Benetton Renault, l'heure n'est plus au facéties d'un Briatore virevoltant, mais on garde espoir. Côté pilote, bientôt Gerhard Berger ressentira le poids des années et Jean Alesi sera alors parfois bien seul. Chez McLaren Mercedes, en revanche, la pente est ascendante. Hakkinen et Coulthard ont autant soif de revanche que leur patron. Chez Jordan Peugeot, les jeunes loups ont les dents longues. Ralf Schumacher rêve de suivre les traces de son frère. Quant à Fisichella, sa réputation de rapide lui assure déjà une certaine notoriété. Chez Sauber, l'adaptation du moteur Ferrari, rebaptisé Petronas, offre de nouvelles opportunités à Johnny Herbert. Elles sont toujours bleues mais ne s'appellent plus Ligier. Alain Prost est désormais aux commandes de son écurie. Si le champion du monde en titre espère encore quelques éclats au volant de sa modeste Arrows TWR, c'est sans doute en raison de l'ambition du manufacturier japonais qui équipe également la débutante écurie du triple champion du monde Jackie Stewart. Chez Stewart, le pilote vedette est Rubens Barrichello. Courte apparition des Lola. Quant à Ken Tyrrell, il est toujours fidèle au poste. Mais en ce début de saison, l'inconnu, c'est les pneumatiques. En situation de monopole depuis plusieurs années, Goodyear n'est plus seul. Bridgestone s'est lancé dans la compétition et c'est plus de 3800 enveloppes qui sont acheminées vers Melbourne. Après une qualification in extremis à la 20e place, Damon Hill tombe en panne dans le tour de formation. Le champion du monde en titre ne prend pas le départ du Grand Prix d'Australie, un départ mouvementé que Frentzen réussit à la perfection alors que son équipier Villeneuve, en pole position, se laisse enfermer. Du coup, la Williams-Renault du Canadien est cernée à gauche par la Sauber Petronas d'Herbert, tandis qu'à droite, la Ferrari d'Irvine a tiré tout droit et a tapé dans le tas. Voici l'accident sous un autre angle. Résultat, abandon simultané de Villeneuve, Herbert et Irvine. Au deuxième passage, Ralf Schumacher renonce à son tour, arbre de transmission cassé. Et au troisième passage, Verstappen est parti comme une fusée dans le décor, heureusement sans bobo pour lui. La course s'est rapidement décantée, 5 abandons en moins de 3 tours. Et sur sa Williams-Renault, Frentzen est un leader confortable, d'autant plus confortable qu'il doit effectuer 2 ravitaillements, sa voiture est plus légère. Au 15e tour, Fisichella déboîte pour dépasser Barrichello et il se met en tête à queue. Il n'y a plus de Jordan Peugeot en course. Au 18e tour, la McLaren Mercedes de Coulthard débouche en tête car Frentzen effectue le premier de ses 2 ravitaillements. Frentzen au stand, c'est l'instant d'attaquer à fond et Schumacher ne s'en prive pas, il réclame le passage. Coulthard est donc en tête du Grand Prix d'Australie. Lui aussi force le rythme pour prendre de l'avance à la fois sur Frentzen et sur Schumacher. Et juste après la mi-course, Schumacher s'arrête à son stand pour effectuer le seul ravitaillement prévu par Ferrari. 2 tours plus tard, c'est Coulthard qui stoppe chez McLaren Mercedes et refait le plein pour aller jusqu'à l'arrivée. Frentzen revient à la première place. À ce moment-là, Alesi est en 2e position, mais il tombe en panne d'essence à la suite d'un malentendu avec le stand Benetton Renault. 39e tour, c'est le 2e arrêt programmé de Frentzen et il se passe mal. La roue arrière droite présente des difficultés. Frentzen perd plus de 16 secondes et il va cravacher pour refaire le terrain perdu. Ses freins n'y résisteront pas. À 3 tours de l'arrivée, les disques grimpent une dernière fois au rouge avant d'exploser. La sortie de piste est irrémédiable. David Coulthard n'a plus d'adversaire à sa mesure et McLaren Mercedes ouvre en fanfare cette saison 97 ici en Australie. Ferrari se contente de la 2e place car Schumacher a dû effectuer un 2e arrêt, imprévu celui-là, pour reprendre du carburant à la suite d'un dysfonctionnement de la pompe à essence du stand Ferrari. En 3e position, Hakkinen complète le succès de McLaren devant Berger et Panis. Coulthard est le premier leader du championnat du monde. McLaren n'avait plus gagné en Formule 1 depuis le Grand Prix d'Australie en 1993 et Mercedes depuis le Grand Prix d'Italie en 1955. Moins
Moins de 3 semaines après la victoire inattendue de David Coulthard à Melbourne, les écuries se retrouvent au Brésil pour une deuxième manche, attendue chez Ferrari pour une confirmation, chez Williams pour une rédemption. Loin des embouteillages de la mégalopole brésilienne, Flavio Briatore et le patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, arrivent ensemble. À chacun sa façon de combattre le décalage horaire décontracté pour Villeneuve en affichant ses couleurs pour Damon Hill, ou bien encore en allant se coucher avec son dessert pour Coulthard. Être en pole position n'est pas une garantie de victoire. Villeneuve en a fait l'amère expérience. Mais le Canadien n'a pas le choix car la menace Schumacher, qui a déjà marqué 6 points, est forte. L'Allemand est en première ligne. La pole position appartient pour 5 dixièmes de moins à Jacques Villeneuve. Les deux hommes entament vraiment leur face-à-face à Interlagos. Villeneuve jaillit de la pole position et intimide Schumacher, mais le pilote Ferrari fait mieux que résister et c'est Villeneuve qui part à la faute. Tandis que Berger et Panis passent en deuxième et troisième position, ce n'est pas fini. Frentzen se retrouve lui aussi dans l'herbe. Ça part mal pour les Williams-Renault qui sont sauvés par Barrichello. Le héros de São Paulo a calé et pour lui redonner une chance, les Brésiliens agitent le drapeau rouge. Le Grand Prix est interrompu et c'est aussitôt la course vers les voitures de réserve. Deuxième grille et deuxième départ. Cette fois, Villeneuve a compris la leçon. Il laisse à Schumacher le soin de s'exprimer. En moins d'un tour, Schumacher et Villeneuve ont creusé une avance phénoménale. La Williams-Renault est dans l'aspiration de la Ferrari et elle déboîte inéluctablement au freinage des S de Senna. C'est du très beau travail. Aussitôt, Villeneuve prend le large et Schumacher est cette fois la proie directe de Berger. Mais la Ferrari résiste superbement à la Benetton-Renault. Pourtant, Berger, le vieux lion, il est le vétéran des Grands Prix. Berger a plus d'un tour dans son sac et au 12e passage, il s'empare de la deuxième place à la suite de cette action de toute beauté. Au 26e tour, Villeneuve effectue le premier des deux ravitaillements prévus par Williams-Renault. Damon Hill est 4e. Berger s'est lui aussi arrêté pour refaire le plein chez Benetton-Renault. Schumacher a la voie libre en tête pour donner le maximum et prendre de l'avance. Mais attention, à mi-course, un candidat sérieux se profile vers le podium, c'est Olivier Panis, dont la Prost Honda effectue un seul ravitaillement, contre 2 à tous les concurrents directs du Français. Michael Schumacher a dégringolé à la 5e place du classement. C'est une bataille apocalyptique qui l'oppose à Jean Alesi pour 2 points seulement. Damon Hill en est l'acteur bien involontaire. Shinji Nakano, l'équipier de Panis, rentre au stand sur 3 roues. Il repartira avec 4 roues. Damon Hill abandonne, la boîte de vitesse de son Arrows Yamaha est en feu. Ce sont les derniers incidents d'un Grand Prix du Brésil que Villeneuve gagne d'extrême justesse devant Berger. Villeneuve en difficulté avec ses pneus dans les derniers kilomètres de course. Et le troisième larron est bien celui qu'on avait entrevu à mi-course, c'est Olivier Panis qui signe le premier podium de l'équipe Prost Grand Prix. Au classement du championnat du monde, Villeneuve est ex aequo en tête avec Coulthard. Berger est 3e. C'est en Argentine, patrie du célèbre quintuple champion du monde Juan Manuel Fangio à Buenos Aires, que se retrouvent les pilotes pour leur 3e confrontation de la saison. Dans ce pays où déshabiller une femme du regard est un honneur, la course fait partie des traditions entretenues par des latins bouillonnants et par l'importante colonie italienne installée sur les rives du Rio de la Plata. Une colonie italienne qui n'ignore rien des résultats des Ferrari. Pour mieux adhérer à la piste peu utilisée et donc poussiéreuse sur ce tracé tortueux du circuit Oscar Galvez, toutes les monoplaces arborent leur robe de printemps.
Ailerons supplémentaires et astuces aérodynamiques ajoutent au charme de leur ligne parfaite. Ligne parfaite, il en était question également dans le paddock. Personne, y compris Bernie Ecclestone, ne manquera d'admirer ce joli mannequin venu pour une séance de photos. Très bon départ de Villeneuve et de Frentzen à Buenos Aires, de Panis également, mais là, au centre du premier virage, et alors qu'il a déjà touché Panis, Schumacher pousse Barrichello, il le met en tête à queue, le Brésilien peut repartir, mais l'Allemand reste sur place. La voiture de sécurité est entrée en action car la bousculade était générale, et le chef de file de la Scuderia Ferrari rentre à pied. La voiture de sécurité s'est effacée, c'est un deuxième départ, lancé celui-là, mais Villeneuve en profite, il est expert en la matière. Frentzen est deuxième, Panis troisième, mais au sixième tour, Frentzen renonce sur panne hydraulique. Panis en deuxième position passe à l'attaque et il multiplie les meilleures performances en course. Parti en 11e position sur la grille, Alesi a entrepris de rattraper le terrain perdu et il est 8e lorsqu'il fait l'extérieur à Hill qui reste à la corde. Alesi part en tête à queue et perd 5 places. Quant à Panis, il est obligé de mettre pied à terre en panne d'accélérateur après un début de course remarquable. Au 21e des 72 tours, Villeneuve observe son premier ravitaillement. Il sort des stands et il repart juste devant Irvine. Il doit faire le maximum pour prendre de l'avance car la stratégie de Williams-Renault a prévu 3 arrêts. 3 ravitaillements donc à comparer aux 2 ravitaillements que Ferrari a prévus pour Irvine. Au 25e tour, il y a du rififi chez Jordan Peugeot. Ralf Schumacher éperonne Fisichella et l'envoie en tête à queue. Le jeune Italien renonce alors que son équipier accède à la 2e place devant Irvine. Et attention, pour Ralf Schumacher, Jordan Peugeot a prévu un seul ravitaillement. Toutes les stratégies mènent à la victoire ici en Argentine. 3 arrêts pour Villeneuve, voici le deuxième. Il se déroule sans à-coups, mais Irvine prend la tête du Grand Prix avec sa Ferrari. Puis Irvine s'engouffre dans les stands pour effectuer son deuxième ravitaillement. Les positions se stabilisent de nouveau avec Villeneuve en tête de la course qui doit encore ravitailler une fois. Irvine en 2e position et Ralf Schumacher en 3e position. Alerte chez Williams-Renault, mais non, c'est une opération de routine. C'est le 3e arrêt programmé de Villeneuve qui se déroule sans problème. Seulement voilà, ce 3e ravitaillement a permis à Irvine de revenir dans le sillage de Villeneuve et à 3 tours de l'arrivée, la Ferrari n'est plus très loin. Mais Villeneuve résiste et Irvine ne passe pas. Villeneuve a repris son souffle, Irvine a lâché prise. Villeneuve gagne le Grand Prix d'Argentine. Irvine est second devant Ralf Schumacher, 3e. La course a été superbe. Ralf Schumacher accède à son premier podium, ce qui lui vaut d'être congratulé par son frère Michael. Au classement du championnat du monde, Villeneuve et Williams-Renault prennent l'avantage. C'est en Italie, à Imola, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari, que la Formule 1 reprend pied en Europe. Fief traditionnel de Ferrari dont les installations ne sont qu'à une petite centaine de kilomètres. Un petit air de rentrée des classes et de tradition toujours, avec les caravanes et camions luxueusement aménagés. Enfin, dans ce sport où s'égrènent les secondes contre lesquelles luttent les pilotes, les anniversaires et les records ont une importance particulière. À 37 ans, Gerhard Berger, le vétéran, participe à Imola à son 200e Grand Prix. Au signal du starter, Villeneuve et Schumacher sur la même file prennent l'avantage sur Frentzen, Ralf Schumacher, Herbert et Panis. Et à la bord du Tamburello, Villeneuve est toujours en tête.
D'entrée de jeu, Schumacher passe à l'attaque. Comme souvent, il est le plus vif dans ce genre de situation en début de course. Frentzen et Ralf Schumacher ont déjà une longueur de retard. Au 5e tour, Berger effectue un attaque magistral et il est contraint à l'abandon. Ce n'est qu'une péripétie car en tête, l'aspect de la course a changé. Villeneuve a creusé l'écart et Schumacher est directement menacé par Frentzen. Frentzen qui, sur cette attaque, évite de justesse l'accident. Au 12e tour, Nakano résiste à l'attaque de Hill et cette fois, l'accrochage est inévitable. Quelques minutes plus tard, la hiérarchie est bouleversée et ce remue-ménage concerne le groupe de chasse. C'est tout d'abord Panis qui ralentit, en proie à des ennuis de suspension. Irvine, puis Coulthard et Häkkinen en profitent pour passer et rejoindre Herbert et Ralf Schumacher. Mais au même instant précisément, Ralf Schumacher renonce dans les stands et Herbert abandonne sa Sauber en panne d'électricité sur le circuit. Enfin, Panis effectue un arrêt imprévisible et perd du temps. Le groupe de chasse est décimé. Voilà qui nous laisse Frentzen en 3e position derrière Villeneuve et Schumacher. Williams-Renault et Ferrari ont prévu une stratégie de 2 ravitaillements et le premier à rentrer au stand est Schumacher. Du coup, si Villeneuve est toujours en tête de la course, Frentzen est maintenant second. Seul rescapé parmi les poursuivants du trio de tête, Irvine stoppe juste après Schumacher et puis c'est Villeneuve au tour suivant. Schumacher fait donner le maximum à la Ferrari, mais Frentzen s'est bien débrouillé dans le trafic et Williams-Renault s'est bien débrouillé pour le ravitaillement de Frentzen qui repart juste devant Schumacher, Frentzen qui ne cède pas à la pression. Un Frentzen, 2 Schumacher, 3 Villeneuve. Le classement a désormais une autre physionomie, mais il va encore changer. Villeneuve est au stand. Villeneuve est en panne, sa voiture est poussée pour céder la place à Frentzen qui va effectuer son 2e ravitaillement. Frentzen rentre en piste, mais Schumacher est déjà passé et voilà la Ferrari en tête du Grand Prix de Saint-Marin à Imola, autrement dit dans son jardin. Mais soudain les tifosi se dressent, alerte générale, la Ferrari fume. Jean Todt veut s'assurer qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Schumacher s'arrête au stand de la Scuderia, puis rentre en course comme si de rien n'était. Frentzen premier, Schumacher deuxième à moins de 5 secondes. Irvine sur l'autre Ferrari est à près d'un tour. Les derniers kilomètres ne sont pas une simple formalité pour Frentzen, car le pilote allemand n'a pas le loisir d'assurer sa victoire, son compatriote le talonne. Mais le drapeau à damier est là, Heinz-Harald Frentzen vient de remporter sa première victoire en Formule 1 et c'est écrit sur le panneau. Certes, Jacques Villeneuve est toujours à la première place du classement du championnat du monde, mais Michael Schumacher se rapproche, 20 points pour Villeneuve, 14 points pour Schumacher. Monaco, 5e étape du championnat 97. Adieu calme et tranquillité. Au moment du Grand Prix, la population monégasque est multipliée par 10. Véritables passionnés de Formule 1 côtoient groupies et autres invités mondains. Voir ou être vus sont les principales motivations. Pour les spectateurs, une obsession, s'approcher à tout prix et même toucher, si possible, ses idoles. Une promiscuité peu habituelle et qui n'est pas du goût de tout le monde. Alors cette année, grillages, panneaux, banderoles et autres policiers zélés flèchent le parcours, tentent de canaliser et freiner les plus assidus. Si proche et pourtant si loin, à Monaco, jamais le public n'est autant au contact des Formule 1 et des pilotes qui sont ici admirés, sollicités, adulés. Sur la lancée de sa victoire à Imola, Heinz-Harald Frentzen prend confiance. Mieux installé dans la Williams-Renault dont il maîtrise désormais le pédalier, il s'offre la pole position. À ses côtés, il y a son compatriote Schumacher, 2 Allemands en première ligne de ce Grand Prix de Monaco, de l'inédit. Inédite également l'option réglage sec de Williams-Renault, alors que des trompes d'eau menacent la principauté au moment du départ.
Schumacher, lui, a le réflexe de changer de monoplace, une possibilité prévue par Jean Todt qui avait fait régler le mulet pour la pluie. Dans les autres écuries, c'est la précipitation. Sur la grille de départ déjà, le Grand Prix est pratiquement joué. Michael Schumacher a donc choisi sa voiture de réserve réglée en configuration pluie et des pneus sculptés. Au signal du starter, il démarre de façon idéale, tandis que derrière lui, les Jordan Peugeot se sont déjà intercalés entre les Williams-Renault, partis avec des pneus slick. À l'issue du premier tour, la Ferrari possède déjà une bonne avance sur les deux Jordan Peugeot. Frentzen est relégué à plus de 8 secondes.